13 août 1944. Digne-les-Bains, sud de la France. Une femme franchit la porte d'entrée du quartier général de la Gestapo. Elle ne court pas, elle n'est pas armée. Elle n'a aucun renfort, aucun plan d'extraction, aucun statut officiel d'aucune sorte. Elle porte un nom qui n'est pas le sien, une histoire qui est presque entièrement fausse. Et 3 heures avant que les 3 hommes à l'intérieur de ce bâtiment soient emmenés dans un champ et fusillés, elle demande à voir l'officier responsable. La réceptionniste la regarde. Elle est grande, brune, frappante d'une manière qui fait que les gens regardent 2 fois, puis sentent immédiatement qu'ils n'auraient pas dû. Elle porte les vêtements d'une paysanne française. Elle a de la poussière sur ses chaussures à cause de la route. Elle ressemble à quelqu'un qui a marché longtemps pour poser une question dont elle connaît déjà la réponse. On la conduit devant l'officier supérieur de la Gestapo. Elle s'assoit en face de lui, croise les mains sur ses genoux, et lui dit qu'elle est la nièce du maréchal Bernard Montgomery. L'officier la dévisage. Il sort un pistolet du tiroir de son bureau et le pointe directement sur son visage. Elle soutient son regard. Elle lui dit « L'opération Dragoon, l'invasion alliée du sud de la France, a déjà commencé. » Elle lui dit que les 3 hommes qu'il détient sont connus du commandement allié. Elle lui dit que lorsque les Allemands ici seront capturés, ce qui arrivera d'ici quelques jours, l'officier assis en face d'elle sera tenu personnellement responsable de ce qui arrivera à ses prisonniers. Elle dit cela calmement, sans élever la voix, sans aucun signe visible que son cœur tente de sortir de son corps par le sternum. L'officier a un dossier sur son bureau. Le dossier contient les noms de 3 hommes arrêtés il y a 2 jours. L'un d'eux est Francis Kamaertz, l'agent allié le plus important du sud de la France, l'organisateur d'un réseau qui couvre 4 départements, l'homme que le SOE appelle Roger. Les 2 autres sont ses collègues. Tous les 3 sont programmés pour être exécutés dans 3 heures. L'officier ne sait pas que la femme en face de lui n'est pas la nièce de Montgomery. Il ne sait pas qu'elle est une espionne polonaise. Il ne sait pas qu'elle opère en Europe occupée depuis 1939. Il ne sait pas que la Gestapo la recherche depuis 4 ans. Il sait seulement qu'elle est assise dans son bureau, dans son bâtiment, entourée de ses hommes, et qu'elle n'a pas peur de lui. Il lui demande de prouver ce qu'elle avance. Elle ne bronche pas. Elle lui dit que la preuve arrive. Elle arrive très vite. Et puis elle attend. Ce qui se passe dans les 3 heures suivantes sauvera 3 vies, mettra fin à une carrière et laissera la Gestapo avec un dossier qu'elle ne pourra jamais clore, car la femme qui s'est assise dans ce bureau n'a officiellement jamais été là. Son vrai nom était Christina Skarbek. Les Britanniques la connaissaient sous le nom de Christine Grandeville. Les Allemands l'appelaient la femme la plus dangereuse d'Europe occupée. Ils n'avaient pas tort. Maria Christina Janina Skarbek est née le 1er mai 1908 à Varsovie, en Pologne. 2e enfant de Jerzy Skarbek, un comte polonais de vieille fortune et de sang plus ancien encore, et de Stefania Goldfeder, fille d'un riche banquier juif. Cela importe non pas en tant que biographie, mais en tant qu'architecture. Christina a grandi dans 2 mondes que la Pologne du début du XXe siècle apprenait déjà à traiter comme incompatibles. Le monde de son père était celui de la noblesse terrienne, des chevaux, des forêts, d'un domaine en ruine à l'est de Varsovie. Cette fierté aristocratique particulière d'une famille qui avait survécu aux partitions de la Pologne en étant trop obstinée pour partir. Le monde de sa mère était urbain, intellectuel, juif. Un monde qui, en l'espace de 30 ans, serait ciblé pour une annihilation systématique. Christina naviguait entre les deux avec l'aisance de quelqu'un à qui l'on avait appris dès le début que l'identité est ce que l'on joue, plutôt que ce que l'on est. Ce n'est pas anodin. La capacité d'habiter un rôle complètement, non pas de prétendre être quelqu'un d'autre, mais de le devenir véritablement aussi longtemps que nécessaire, est l'une des compétences humaines les plus rares. Cela ne s'enseigne pas dans une salle de classe, il faut le vivre pour l'acquérir. Elle était aussi, de l'avis de tous, extraordinairement belle. Non pas d'une beauté qu'elle cultivait ou gérait, mais d'une beauté qui créait des problèmes. Les gens la regardaient, les gens se souvenaient d'elle. Pour une espionne, être mémorable est un handicap qui n'est surpassé que par la mort. Christina passa sa carrière à apprendre à utiliser comme une arme la chose même qui la mettait en danger. Son père mourut en 1930, laissant des dettes plutôt qu'un domaine. Son premier mariage avec un homme nommé Karol Gettlich dura assez longtemps pour établir que c'était une erreur. Elle travailla brièvement comme vendeuse de voitures à Varsovie, puis comme mannequin, puis comme publiciste. Elle était douée pour tout cela et ne s'intéressait à rien de tout cela. Ce qui l'intéressait, c'était les montagnes. La chaîne des Tatras, à la frontière sud de la Pologne, devint le principe organisateur de sa vingtaine. Elle escaladait, elle skiait, elle passait des mois au-dessus de la limite des arbres, apprenant le terrain comme un général étudie un champ de bataille.
Elle était téméraire de cette manière spécifique et calculée, propre à quelqu'un qui connaît ses propres limites physiques avec précision et choisit d'opérer à leur lisière. Elle se cassa le bras en montagne. Elle revint la saison suivante et escalada le même itinéraire. Elle rencontra Jerzy Gijicki en 1938, un écrivain, un aventurier, un homme qui avait vécu à travers l'Afrique et l'Asie centrale et qui trouva en Christina quelqu'un qui égalait son appétit pour le monde. Ils se marièrent. Ils étaient au Kenya quand l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939. Elle réserva un passage pour rentrer le jour même. Il essaya de l'en dissuader. Elle partit quand même. Décembre 1939, Londres, renseignements britanniques. Christina Skarbek rentre dans les bâtiments de Broadway, siège de la section 6 du service secret de renseignement britannique, et offre ses services à l'effort de guerre allié. On les conduit. Cela se produit plus d'une fois. Le SIS est une institution conservatrice composée principalement d'hommes qui ont passé leur carrière dans des postes impériaux, des clubs et des départements qui n'avaient jamais embauché une femme à un poste qui comptait vraiment. Christina est polonaise, femme, fille d'une mère juive, et absolument certaine de ce qu'elle veut faire. Aucune de ces qualités ne figure sur la liste des préférences du SIS. Elle revient. Elle revient la semaine suivante et la semaine d'après. Elle expose ses qualifications avec une précision méthodique. Polonais, français, anglais et allemand courant. Connaissance intime des cols des Tatras utilisés comme route de contrebande entre la Pologne et la Hongrie. Contact personnel dans la résistance polonaise. La capacité physique de se déplacer en haute montagne en hiver. Plus précisément, elle sait comment faire entrer et sortir des gens de la Pologne occupée sans que les Allemands le sachent. Le 21 décembre 1939, elle est acceptée. On lui donne une identité britannique et un nouveau nom. À partir de ce moment, son nom opérationnel est Christine Granville. Elle devient la première femme recrutée par le Special Operations Executive britannique avant que le SOE n'existe techniquement en tant qu'organisation. Elle est affectée à la Hongrie, d'où elle mènera des missions en Pologne occupée à travers les cols des Tatras. On lui donne une pilule de cyanure et on lui dit de l'utiliser en cas de capture. Elle n'a pas l'intention d'être capturée. Elle se trompe à ce sujet, mais elle ne le sait pas encore. Hiver 1940, les montagnes des Tatras, la frontière entre la Pologne occupée et la Hongrie. Les cols sont à 2400 mètres d'altitude. En hiver, la température descend à moins 29 degrés. Le terrain est constitué de roches glaciaires et d'éboulis instables sous une neige qui ne prévient pas avant d'envoyer un grimpeur glisser. Les Allemands patrouillent les vallées. Ils ne patrouillent pas souvent les cols en altitude parce qu'ils ne croient pas que quiconque serait assez fou pour les traverser en janvier. Christina est assez folle. Elle traverse les cols des Tatras 11 fois en 9 mois. Portant des microfilms attachés à son corps sous ses vêtements d'escalade, portant des documents de courrier, portant de l'argent pour la résistance polonaise, transportant lors de plusieurs voyages des êtres humains, des militaires alliés qui devaient sortir de la Pologne occupée et n'avaient aucune autre route. Chaque traversée dure 8 heures au minimum, en altitude, en hiver, avec des patrouilles allemandes des deux côtés de la frontière, transportant du matériel qui signifie l'exécution en cas de découverte. Christina le fait 11 fois. Elle développe aussi ce qui deviendra l'une de ses techniques caractéristiques. Les Tatras sont pleines de guides locaux, des hommes qui ont passé leur vie à se déplacer dans ces cols, qui connaissent chaque itinéraire et chaque schéma de patrouille allemand. Christina les recrute, elle les paie, elle construit un réseau. Elle apprend leurs noms et les noms de leurs femmes et de leurs enfants. Elle apprend ce dont ils ont besoin et s'assure qu'ils l'obtiennent. Des années plus tard, quand les gens essaient d'expliquer pourquoi Christina était si efficace en tant qu'agent, c'est ce que les meilleurs analystes soulignent. Pas son courage, qui était réel et remarquable, mais ses relations. Elle comprenait que le travail de renseignement est un travail de relations humaines, et elle traitait les gens en conséquence. Vers la fin de 1940, elle a fait sortir suffisamment de microfilms de Pologne pour que le renseignement britannique à Londres ait une image plus claire de l'ordre de bataille allemand en Pologne occupée que toute autre source ne le permet. Elle a aussi aidé des dizaines de militaires alliés à s'échapper, et elle a fait suffisamment de traversées de la frontière pour que la Gestapo de Cracovie sache que quelqu'un emprunte cette route. Ils ne savent pas qui, pas encore. Février 1941, Budapest, Hongrie. Cela commence comme cela commence toujours. Un coup frappé à la porte au mauvais moment. Des gens qui posent des questions que seul un informateur de la Gestapo poserait. Le filet se resserrant de toutes les directions à la fois. Christina est arrêtée par le contre-espionnage hongrois travaillant avec la Gestapo. Elle est emmenée dans un centre de détention à Budapest. Elle est interrogée. L'interrogatoire n'est pas tendre. C'est la première fois qu'elle se trouve dans une pièce où des gens ont l'intention de lui faire du mal.
Et ce ne sera pas la dernière. La Gestapo veut des noms, elle veut des routes, elle veut le réseau. Elle ne leur donne rien. Mais elle sait aussi que rien ne va pas suffire bien longtemps. La pression va augmenter. Les méthodes vont devenir plus directes. Elle a besoin d'une issue qui n'exige pas que le réseau s'effondre avec elle. Alors elle fait quelque chose qu'aucun manuel de formation ne couvre, parce que ce n'est pas le genre de chose qui peut s'enseigner. Elle se mord la langue. Pas métaphoriquement. Elle se mord sa propre langue, assez fort et assez longtemps, pour faire couler une quantité significative de sang. Et puis elle crache ce sang sur le bureau de son interrogateur et lui dit qu'elle a la tuberculose. En 1941, la tuberculose est une condamnation à mort et un risque de contagion du plus haut niveau. L'interrogateur regarde le sang. Il regarde Christina qui tousse maintenant avec une irrégularité convaincante. Il recule. L'examen médical est peu concluant. Les symptômes sont ambigus. La tuberculose ressemble à la tuberculose dans ses premiers stades et aussi à une douzaine d'autres choses. Le risque de garder une prisonnière potentiellement contagieuse dans un centre de détention hongrois où la maladie se propage à travers les cellules comme le feu dans l'herbe sèche est un risque que le commandant du centre n'est pas disposé à prendre. Elle est relâchée. Elle sort du centre de détention dans l'après-midi budapestois, saignant légèrement de sa propre langue, et prend contact avec l'ambassade britannique dans l'heure. Elle en est à 23 mois de carrière en tant qu'espionne. Elle n'a pas fini. Les 3 années suivantes emmènent Christina Skarbek à travers la géographie d'un monde en guerre. Le Caire, où la section Moyen-Orient du SOE coordonne les opérations dans toute la région. Jérusalem, où elle travaille avec des réseaux qui envoient des agents en Grèce et en Yougoslavie. L'Irak, le Soudan. Chaque affectation, un nouveau déguisement, un nouveau nom, un nouvel ensemble de relations à construire, à entretenir et à classer pour un usage ultérieur. Elle s'est aussi, pendant cette période, vue systématiquement refuser la reconnaissance qu'elle avait méritée. Le SOE est une organisation avec ses propres hiérarchies internes, ses propres cultures bureaucratiques, ses propres idées sur qui devrait faire quel type de travail. Les femmes agents, dans l'ADN institutionnel du SOE, sont des courriers et des opératrices radio. Elles sont du soutien. Elles ne sont pas, dans le langage de l'organisation, des agents principaux. Christina dirige des opérations depuis 1939. Elle a construit des réseaux à partir de rien dans le terrain le plus difficile d'Europe occupée. Elle a démontré à maintes reprises qu'elle peut faire des choses que les agents masculins ne peuvent pas faire, parce qu'elle peut aller dans des endroits et être des choses qu'un homme ne peut tout simplement pas être dans ce contexte. La réponse du SOE est de reconnaître son succès opérationnel et de la maintenir à un grade et un niveau de rémunération qui reflète son sexe plutôt que ses accomplissements. Elle est payée comme membre de la Women's Auxiliary Air Force à un grade subalterne, niveau débutant. Elle ne cesse pas de travailler. Il y a quelque chose d'important ici qui se perd dans le récit de l'héroïsme personnel. La réponse de Christina Skarbek à l'injustice institutionnelle n'est pas de la combattre directement. Elle ne pétitionne pas ses commandants et n'écrit pas de lettres au département compétent. Elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle identifie ce qui doit être fait et elle le fait. Et elle laisse les résultats plaider pour elle. Ce n'est pas de la patience, c'est un type spécifique de confiance. Elle sait ce dont elle est capable et elle sait que tôt ou tard, les preuves deviendront impossibles à ignorer. Elle a raison, et cela lui coûte énormément, et elle a raison quand même. 7 juillet 1944, France occupée. Un bombardier Halifax franchit la côte française en altitude. Christina Skarbek, opérant désormais sous le nom de Christine Granville, est assise dans l'obscurité en tenue de seau complète. En dessous d'elle, le territoire occupé du sud-est de la France. Sa mission ? Servir de courrier et d'officier de liaison pour le réseau Jockey, l'un des circuits de résistance les plus importants et les plus efficaces de France, commandé par Francis Kamahertz. Elle a déjà sauté en parachute. La mécanique lui est familière. Ce qui ne l'est pas, c'est ce qui l'attend en bas. Elle atterrit dans un champ sur le plateau du Vercors et est récupérée par des membres du maquis local avant l'aube. On l'emmène dans une maison sûre. En moins de 24 heures, elle est au travail. Le Vercors en juillet 1944 est l'un des endroits les plus dangereux de la France occupée. Les maquisards du plateau ont été enhardis par le débarquement de Normandie en juin et ont déclaré le Vercors République libre, une zone libérée au cœur du territoire français occupé par les Allemands. C'est une déclaration audacieuse. C'est aussi une erreur stratégique catastrophique. Déclarer la liberté sans les moyens de la défendre invite une réponse qui arrive le 21 juillet, quand les Allemands envoient 15 000 soldats et des troupes de montagne SS pour détruire le maquis du Vercors. Ils y parviennent. Christina assiste à la destruction du Vercors de près. Elle aide à évacuer ce qu'elle peut.
Elle déplace des combattants blessés vers des maisons sûres dans les vallées. Elle opère dans le chaos d'une défaite militaire avec la même précision méthodique qu'elle avait apportée aux traversées des Tatras en 1940. Elle ne craque pas. Elle ne se fiche pas. Elle documente tout pour Londres. Puis elle rencontre Francis Kamertz, et la guerre change de forme pour elle. Kamertz est tout ce que le SOE espérait produire et n'a presque jamais produit. Un pacifiste britannique, il avait été objecteur de conscience avant la guerre, devenu l'un des organisateurs de résistance les plus efficaces de France. 1,83 m, trilingue, doté d'une capacité presque surnaturelle à rester calme dans des situations qui feraient perdre la raison à la plupart des gens. Il contrôle un réseau de 10 000 combattants répartis sur 4 départements. Il est aussi, comme Christina, en train d'opérer à l'extrême limite de ce qu'un être humain peut endurer. Ils travaillent ensemble pendant 6 semaines. De manière professionnelle d'abord, puis quelque chose de plus que professionnel. Pas romantique, pas tout à fait, mais cette intimité spécifique de 2 personnes qui sont les seules à comprendre ce que l'autre fait et pourquoi. Kamertz dit plus tard que Christina était la personne la plus courageuse avec qui il avait travaillé en France. Il n'était pas porté à la sentimentalité. C'est Christina qui transmet les renseignements du Vercors à Londres. C'est Christina qui parcourt des centaines de kilomètres à vélo à travers les postes de contrôle allemands, en transportant des documents qui signifient la mort s'ils sont découverts. C'est Christina qui négocie avec les commandants locaux du maquis qui ne veulent pas recevoir de directives opérationnelles d'une femme, et qui sort de ces négociations en ayant obtenu ce pourquoi elle était venue, sans que personne ne sache vraiment comment elle s'y est prise. Et puis, le 13 août 1944, Kamertz est arrêté à un barrage routier allemand de routine près de Digne, avec 2 collègues. Ses papiers sont bons, sa couverture est solide. Cela n'a pas d'importance. Quelqu'un l'a identifié. Il est emmené au quartier général de la Gestapo à Digne. Ses collègues Christian Sorensen et Max Vam sont emmenés avec lui. La Gestapo sait qu'elle tient quelqu'un d'important. Elle ne sait pas encore qu'elle tient Francis Kamertz, mais elle le saura. Quand l'interrogatoire commencera pour de bon, elle le saura. Et quand ce sera le cas, il y aura une exécution. La procédure est standard. Une nuit d'interrogatoire, confirmation d'identité, un champ à l'extérieur de la ville, 3 hommes au matin, 3 heures, à peu de choses près. Christina Skarbek est à 65 km de là quand la nouvelle lui parvient. Elle a 3 heures. Voici ce qu'elle ne fait pas. Elle ne panique pas. Elle ne convoque pas une réunion des commandants locaux du maquis pour discuter des options. Elle n'envoie pas de message à Londres en attendant des instructions. Elle ne calcule pas les probabilités pour conclure, comme toute évaluation rationnelle le conclurait, qu'il n'y a rien à faire. Elle enfourche un vélo et pédale vers Digne. Pendant qu'elle pédale, elle élabore un plan. Le plan est insensé. Le plan est aussi, si elle l'exécute correctement, la seule chose qui pourrait réellement fonctionner. Elle va entrer dans le quartier général de la Gestapo. Elle va leur dire qu'elle est la nièce du maréchal Bernard Montgomery. Elle va leur dire que l'opération Dragoon, l'invasion alliée du sud de la France qui est en cours en ce moment même, que les Allemands connaissent déjà et par laquelle ils sont en train d'être submergés, a mis chaque Allemand de la région dans une position impossible. Elle va dire à l'officier supérieur de la Gestapo à Digne que les 3 hommes qu'il détient sont connus du commandement allié, que leur mort sera notée et attribuée, et qu'elle est là pour lui proposer une transaction. Elle n'a presque pas d'argent. Elle aura besoin d'argent pour que cette transaction fonctionne. Elle s'arrête dans une maison sûre et fait parvenir un message au bureau de terrain du SOE. Elle a besoin de fonds. Elle en a besoin maintenant. Le SOE, dans l'une des décisions financières les plus rapides de l'histoire de l'organisation, organise le transfert de 2 millions de francs. Laissez ce chiffre résonner un instant. 2 millions de francs, l'équivalent d'environ 2000 livres sterling en 1944. Le SOE a fait transiter 2 millions de francs à travers la France occupée en quelques heures pour soutenir un plan qu'une seule femme avait inventé sur un vélo. Christina arrive à Digne. Elle franchit la porte d'entrée du quartier général de la Gestapo. Elle avait appris des années plus tôt dans les Tatras que le moment le plus dangereux de toute traversée de frontières n'est pas le moment de risque maximal. C'est le moment juste avant, quand votre corps sait ce qui arrive et commence à formuler l'argument rationnel pour faire demi-tour. Le corps a toujours tort à ce sujet. Non pas parce que le courage serait une sorte de dérogation mystique à l'instinct biologique de survie, mais parce que la peur, quand on l'examine précisément, porte presque toujours sur l'incertitude. Et Christina Skarbek avait fait carrière en transformant l'incertitude en quelque chose qu'elle contrôlait. Elle n'est pas entrée dans le quartier général de la Gestapo malgré sa peur. Elle y est entrée parce qu'être dans le bâtiment signifiait qu'elle pouvait voir à quoi elle avait affaire. Et voir à quoi on a affaire est toujours moins effrayant que de l'imaginer. Le nom de l'officier ne figure pas dans les archives survivantes. Il est désigné dans les comptes rendus du SOE simplement comme
le commandant de la Gestapo. Il est, d'après toutes les preuves disponibles, un homme compétent et expérimenté qui est aussi, le 13 août 1944, un homme qui sait que la situation stratégique autour de lui s'effondre. Les débarquements alliés sur la côte sud ont commencé 3 jours plus tôt. Des unités allemandes sont déjà en retraite. La libération de Digne n'est pas une question de si, c'est une question de jours. Voici le point de pression que Christina a identifié. Elle ne vient pas à lui en suppliante, elle ne supplie pas. Elle vient en tant que personne livrant une information qu'il est dans son intérêt de recevoir. Elle est la nièce de Montgomery. Les 3 prisonniers sont connus. Les forces alliées sont à quelques heures. Il est encore temps, lui dit-elle, pour lui de prendre une décision dont on se souviendra quand les tribunaux commenceront. Il est encore temps pour que les morts de 3 prisonniers connus soient attribuées à quelqu'un d'autre, pour qu'elles ne soient pas documentées, pour qu'elles soient le genre de confusion administrative qui survient dans le chaos de la retraite. Ou, dit-elle, où les prisonniers peuvent être remis sous sa garde maintenant, et cette conversation n'apparaîtra dans aucun dossier susceptible de parvenir à un tribunal. Elle pose les 2 millions de francs sur le bureau. Elle attend. L'officier regarde l'argent, il regarde la femme en face de lui, il regarde le dossier sur son bureau. Il décroche le téléphone. 3 heures plus tard, Franziska Maert, Christian Sorensen et Max Tchauke sortent du quartier général de la Gestapo à Digne. Maert est en détention depuis 2 jours. Il a été interrogé. Il sait ce qu'il attend. Il a fait la paix avec cela de la manière dont les gens font la paix avec les choses qu'ils ne peuvent empêcher. Non sans peur, mais sans la paralysie que la peur entraîne habituellement. Il ne s'attend pas à ce que la porte s'ouvre. Il ne s'attend pas à ce que la personne se tenant de l'autre côté soit Christina Skarbek. Elle ne fait pas de discours. Elle n'a pas le temps pour les discours. Elle lui donne des chaussures. Les siennes ont été confisquées. Et elle se met à marcher. Ils ont 6,5 km à parcourir avant d'atteindre une planque. Et l'officier de la Gestapo peut changer d'avis à tout moment. Et la chose la plus importante en ce moment, c'est la distance. Maert lui demande en marchant ce qu'elle a dit. Elle le lui raconte. Il reste silencieux un moment, puis il dit « Et ils vous ont cru ?» Elle réfléchit à cela. Elle dit « Je me suis cru moi-même. Je pense que c'est ce qu'ils ont remarqué. » Cet échange est documenté. Maert l'a répété lors de débriefings et dans des entretiens ultérieurs. C'est, dans sa concision, la description la plus précise que quiconque ait jamais donnée de la manière dont Christina Skarbek opérait. Elle ne jouait pas la conviction, elle construisait la conviction. Elle est entrée dans ce bâtiment ayant décidé quelque part sur la route depuis 65 km qu'elle était la nièce de Montgomery et qu'elle était là pour conclure un arrangement et que l'arrangement allait être conclu. L'officier de la Gestapo l'a cru parce que la seule personne dans la pièce qui n'était pas dans l'incertitude, c'était elle. La libération de Digne est survenue 3 jours plus tard. Les forces alliées remontant depuis la côte sud trouvèrent une région qui avait été préparée pour elles d'une manière qu'elles n'avaient pas anticipée. Des routes qui auraient dû être minées étaient dégagées. Des unités allemandes qui auraient dû tenir leur position avaient déjà commencé à se désintégrer. Un réseau du maquis couvrant 4 départements avait passé les semaines précédentes à faire tout ce qui devait être fait en ne laissant presque aucune trace de qui l'avait fait. La contribution de Christina à la libération du sud-est de la France s'étend bien au-delà du sauvetage de Digne. Dans les semaines précédant et suivant le sauvetage, elle mena une campagne de persuasion individuelle qui n'avait pas d'équivalent militaire précis et aucune catégorie officielle dans quelque doctrine que ce soit. Elle marchait seule jusqu'aux positions de garnison des troupes alliées de l'Allemagne, spécifiquement des conscrits polonais enrôlés de force dans le service de la Wehrmacht par l'occupation allemande de la Pologne. Et elle leur parlait. Elle leur parlait en polonais. Elle leur disait ce qui se passait. Elle leur disait que la guerre touchait à sa fin. Elle leur disait que mourir dans un uniforme allemand pour une cause allemande en France n'était pas ce pourquoi leur famille dans la Pologne occupée les avait envoyés. Elle leur disait que le maquis était leur meilleure option, que la désertion était possible, qu'elle avait pris des dispositions. 500 soldats polonais désertèrent la garnison allemande de Digne à la suite de ces conversations. 500 hommes. Elle fit cela seule, à pied, sans ordre, sans renfort, sans plan que quiconque d'autre avait approuvé ou examiné. Elle identifia le point de levier, le désir entièrement rationnel du conscrit polonais de ne pas mourir pour une cause déjà perdue, et elle l'appliqua avec la même précision qu'elle avait appliquée à tout le reste. La garnison allemande au col de l'Arche, un passage de montagne critique pour la retraite allemande,
fut amené à se rendre par Christina au cours d'une seule conversation. Le commandant de la garnison fut informé que le maquis encerclant sa position était plus important qu'il ne l'était en réalité, que les forces alliées étaient plus proches qu'elles ne l'étaient, et que Christina Skarbek était là pour lui offrir une issue qui n'impliquait pas un dernier combat dans un col de montagne français. Il accepta. Le col fut ouvert sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La guerre en France prit fin en septembre 1944. La libération était complète. Les circuits du SOE furent démantelés, leurs agents extraits, leur réseau dissous. Christina Skarbek fut rapatriée par avion à Londres. Elle reçut la médaille George, l'une des plus hautes distinctions civiles en Grande-Bretagne. La citation décrivait ses actions à Digne en des termes suffisamment prudents pour ne rien révéler de classifié et suffisamment précis pour indiquer que ceux qui l'avaient rédigée comprenaient exactement ce qu'elle avait fait. Elle reçut également l'OBE. Les Français lui décernèrent la Croix de guerre. Le SOE lui remit un avis de licenciement et une modeste indemnité de départ. Le jour où le SOE fut dissous, le 31 décembre 1945, Christine Granville, qui avait opéré continuellement en territoire hostile depuis 1939, qui avait bâti des réseaux en Pologne, en Hongrie, en Égypte et en France, qui avait été la première femme recrutée par les services de renseignement britanniques pour des opérations de terrain pendant la guerre, qui avait sauvé la vie de Francisca Mertz, reçut une enveloppe cachetée contenant 3 mois de salaire et une lettre la remerciant pour ses services. Elle avait 37 ans. Elle n'avait pas de pension. Elle n'avait pas d'emploi permanent. Elle n'avait pas de pays où retourner, parce que la Pologne se trouvait désormais derrière le rideau de fer, sous contrôle soviétique. Et y retourner signifiait le genre d'accueil que les soviétiques réservaient aux personnes ayant travaillé pour les services de renseignement britanniques. Elle était seule, dans une ville qui démobilisait 1 million de soldats et ne faisait pas grand-chose pour les espions. La Grande-Bretagne l'avait utilisée entièrement et n'avait plus aucun intérêt pour elle. Ce qui suivit est la partie la plus difficile de l'histoire à raconter, parce qu'elle refuse d'être héroïque. Christina Skarbek passa les 7 années suivantes à essayer de trouver une place dans un monde qui n'avait plus besoin de ce qu'elle savait faire. Elle travailla sur un paquebot comme steward. Elle travailla dans un grand magasin. Elle travailla à la réception d'un hôtel où ses langues, le polonais, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, la rendaient précieuse dans la nouvelle économie touristique du Londres d'après-guerre. Elle était payée au salaire d'une réceptionniste. Les gens qui s'enregistraient à l'hôtel ne savaient pas que la femme qui leur remettait leurs clés avait bluffé la Gestapo. Ils ne savaient pas qu'elle avait traversé les Tatras 11 fois en hiver. Ils ne savaient pas qu'elle avait été recommandée pour la médaille George, ni que la citation la décrivait comme l'une des agents les plus courageuses que le SOE ait déployées. Elle fit des demandes répétées au gouvernement britannique pour obtenir de l'aide. Les demandes sont dans les archives. Elles sont précises, factuelles et entièrement ordinaires dans leurs requêtes. Elles ne demandent ni honneur, ni reconnaissance. Elles demandent le genre d'assistance pratique, des recommandations d'emploi, une pension, l'accès au réseau de la Grande-Bretagne d'après-guerre, que les hommes aux côtés desquels elle avait travaillé recevaient comme une évidence. Elle est refusée à chaque fois. Les raisons données sont bureaucratiques. Le SOE est dissous. Le département concerné n'existe plus. Les dossiers sont classifiés. L'assistance qu'elle demande ne relève de la compétence d'aucun organisme actuellement en activité. Ce que les refus ne disent pas, mais ce qui est lisible entre chaque ligne, c'est que Christine Granville est un problème que la Grande-Bretagne ne sait pas résoudre. Elle en sait trop. Elle ne peut être employée à aucun titre officiel sur le type d'habilitation qui attire l'attention sur ce qu'elle a fait. On ne peut lui accorder de pension sans établir un dossier susceptible de faire remonter des documents classifiés. Et elle met désormais les gens mal à l'aise, non pas parce qu'elle est exigeante ou difficile, mais parce que son existence est le rappel d'une dette qui ne sera pas remboursée. Elle fait une demande de citoyenneté britannique. Elle a été agent du gouvernement britannique pendant 6 ans. Elle a risqué sa vie à maintes reprises pour la Grande-Bretagne. Elle parle anglais sans accent. La demande met des années à être traitée. Elle continue de travailler à l'hôtel. Le 15 juin 1952, l'hôtel Shelbourne, Londres. Dennis Muldowney est un homme devenu obsédé. Il avait brièvement travaillé sur le même paquebot que Christina des années auparavant. Il était tombé amoureux d'elle, ou de ce qu'il imaginait qu'elle était, ce qui n'est pas la même chose. Elle avait été gentille avec lui, ce qu'il interpréta comme un encouragement. Elle le découragea, ce qu'il interpréta comme quelque chose à surmonter. C'est un schéma que les archives documentent. Plusieurs hommes dans la vie d'après-guerre de Christina confondirent sa chaleur fondamentale avec quelque chose de plus spécifique qu'elle ne l'était. Elle s'intéressait aux gens. Elle était généreuse de son attention. Elle retenait les noms et les détails et traitait chaque personne qui lui parlait comme si elle comptait,
parce qu'elle avait été formée à faire exactement cela et parce que, plus que cela, elle le croyait sincèrement. Muldowney interpréta cela comme une possibilité romantique. Quand elle lui dit que ce n'en était pas une, il ne l'accepta pas. Il se rendit à l'hôtel Shelbourne le 15 juin 1952. Il la poignarda dans le hall. Christina Skarbek, qui avait survécu à la Gestapo, aux hivers des Tatras, au désastre du Vercors, à l'effondrement du SOE, à l'indifférence systématique du gouvernement qu'elle avait servi, mourut sur le sol d'un hôtel londonien, à 44 ans, dans le hall où elle travaillait comme réceptionniste. Denis Muldowney fut jugé pour meurtre. Il fut pendu en septembre 1952. La presse britannique couvrit le procès. La couverture se concentra sur l'angle de l'obsession amoureuse. La femme qui était morte fut décrite principalement en termes de sa beauté et des hommes qui l'avaient aimée. La médaille George, l'OBE, la croix de guerre, les 11 traversées des Tatras, le sauvetage de Digne, les 500 déserteurs polonais. Rien de tout cela n'apparut dans la couverture médiatique. Elle fut enterrée au cimetière catholique Sainte-Marie de Kensal Green. Sa tombe resta sans inscription pendant des années. La femme qui avait convaincu la Gestapo de libérer ses prisonniers reposait dans une tombe anonyme à Londres. La prise de conscience, quand elle vint enfin, vint lentement. Les dossiers du SOE furent déclassifiés par étapes au cours des décennies suivantes. Ce qu'ils révélèrent était un dossier opérationnel si vaste et si remarquable qu'il fut pendant un temps véritablement difficile pour les historiens de croire qu'il avait été produit par une seule personne. Le réseau des Tatras, l'évasion de Budapest, les années du Caire, la France, le sauvetage de Digne, les désertions, les redditions négociées. Francis Kamertz, qui vécut jusqu'en 2014, passa une grande partie de ses dernières années à s'assurer que la contribution de Christina soit documentée. Il donna des entretiens, écrivit des lettres, fournit des témoignages. Il fut constant sur un point. Sans elle, il aurait été fusillé le 13 août 1944. Tout ce qu'il fit après cette date, et il continua de travailler, continua de contribuer, continua de vivre une vie longue et distinguée, était du temps emprunté qu'elle lui avait donné. Le gouvernement polonais, après la chute du communisme, entama le processus d'honorer ses agents qui avaient servi la cause alliée. Le nom de Christina Skarbek apparut sur des mémoriaux. Son histoire fut enseignée dans les écoles. La Pologne, qui ne pouvait pas l'honorer pendant l'ère soviétique parce qu'elle avait travaillé pour les services de renseignement britanniques, la revendiqua comme héroïne nationale. En Grande-Bretagne, le processus fut plus inégal. Une plaque bleue apparut sur un immeuble de Londres où elle avait vécu. Son nom fut ajouté au mémorial du SOE. Des articles furent écrits. Une biographie fut publiée. Un film fut produit. Une dramatisation qui prit des libertés créatives considérables, mais qui la fit connaître à des publics qui n'auraient jamais entendu parler d'elle autrement. Rien de tout cela ne changea le fait qu'elle mourut dans le hall d'un hôtel avec une tombe anonyme et 3 mois d'indemnité. Les honneurs posthumes sont réels. L'échec était également réel. Les deux choses sont vraies simultanément, et prétendre le contraire ne sert pas le dossier historique, qui est précisément la chose que Christina Skarbek passa sa vie d'adulte à tenter de préserver. Il y a une question qui se trouve au centre de cette histoire et refuse d'être résolue proprement. Pourquoi l'officier de la Gestapo l'a-t-il effectivement cru? Les historiens et les analystes ont passé des décennies sur cette question. Les explications proposées vont du pratique, les 2 millions de francs, la situation stratégique en effondrement, le calcul rationnel d'un homme qui regardait déjà vers les comptes de l'après-guerre, au psychologique. L'officier était sous une pression extrême. Il était dans une position qui se détériorait. Il avait affaire à une femme qui ne manifestait aucune peur dans un contexte où tous ceux autour de lui avaient peur. Mais il y a une troisième explication que les analyses pratiques et psychologiques ne saisissent pas pleinement. Christina Skarbek entra dans ce bâtiment ayant déjà décidé de l'issue. Pas espéré, pas planifié, décidé. La différence n'est pas métaphysique, elle est opérationnelle. Quand vous avez décidé d'une issue, votre comportement est organisé autour d'une réalité qui ne s'est pas encore produite, mais que vous traitez comme établie. Vous ne demandez pas, vous ne proposez pas, vous informez. Et la personne en face de vous, qui scrute votre comportement à la recherche de signes d'incertitude, parce que la certitude dans une situation incertaine est l'une des choses les plus rares au monde et l'une des plus déstabilisantes à rencontrer, ne trouve rien à quoi s'accrocher. Il n'y a pas de peur à exploiter, il n'y a pas de fissure à élargir. Il n'y a qu'une femme assise en face de vous qui semble n'avoir aucun doute sur la façon dont cette réunion se termine. L'officier de la Gestapo a peut-être cru qu'elle était la nièce de Montgomery. Il ne l'a peut-être pas cru et a décidé que l'argent et le calcul des risques étaient suffisants de toute façon.
Il a peut-être été touché par quelque chose qu'il ne pouvait articuler même pour lui-même. La paralysie spécifique qui survient lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a déjà écrit la scène que l'on est en train de vivre. Ce qui est documenté, c'est le résultat. 3 hommes sortirent d'un bâtiment où 3 hommes étaient censés mourir. La femme qui rendit cela possible repartit à bicyclette et était morte 8 ans plus tard dans le hall d'un hôtel. L'histoire contient ces 2 faits. Voici ce que l'histoire de Christina Skarbek nous apprend sur le courage, que les autres histoires ne nous apprennent pas. Léonard Funk éclata de rire face à 90 Allemands parce que quelque chose en lui, la tactique, le stress, l'absurdité de la situation, fit basculer les choses. Cela se produisit en 60 secondes. C'est une histoire sur un instant. L'histoire de Christina Skarbek est celle du courage soutenu des années. Le courage de traverser le même col de montagne 11 fois quand 10 traversées avaient déjà suffi pour la faire tuer si quoi que ce soit avait légèrement tourné autrement. Le courage de se mordre la langue dans un centre de détention à Budapest et de cracher du sang sur le bureau d'un interrogateur sans savoir si la mise en scène tiendrait. Le courage de passer 6 ans en territoire hostile, Dormant dans un lit différent chaque nuit, maintenant des identités entièrement fictives, nouant des relations qui devaient rester incomplètes, parce que la vraie personne sous la couverture ne pouvait pas se permettre d'être vue. Et puis le courage des années d'après-guerre, qui est d'une nature entièrement différente. Le courage de faire des demandes encore et encore à une institution qu'il avait utilisée entièrement et prétendait désormais ne pas l'avoir fait. Le courage de travailler à la réception d'un hôtel et de remettre des clés à des gens qui ne savaient pas qu'ils parlaient à quelqu'un qui avait changé le cours d'opération militaire. Le courage de continuer à vivre une vie ordinaire quand la vie ordinaire était, à tout point de vue, un amoindrissement catastrophique de ce dont elle était capable. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle n'avait pas de chez elle où rentrer. Elle n'a jamais obtenu la pension, ni la reconnaissance, ni le remboursement de la dette. Elle a eu une tombe anonyme pendant des années et un nom que la plupart des gens ne connaissent toujours pas. Elle ne méritait rien de cet oubli. Elle l'a subi quand même. Et le seul correctif dont nous disposons maintenant, la seule chose qui puisse être faite pour une femme morte dans un hôtel londonien en 1952 avec une tombe anonyme et 3 mois de salaire, c'est de prononcer le nom. Christina Skarbek, première femme agent secrète de la Grande-Bretagne. La femme qui a traversé les Tatras en hiver. La femme qui s'est mordu la langue pour échapper à la Gestapo. La femme qui a parcouru 65 km à bicyclette pour entrer seule dans un quartier général ennemi. La femme qui a dit un mensonge si précisément et si complètement que 3 hommes qui devaient mourir ce matin-là sont sortis dans le soleil de l'après-midi. Voilà tout ce qu'il y a à dire. prononcez le nom.